Allez, cette question à présent, maintenant que le duel final a commencé, Marine Le Pen n'a-t-elle vraiment aucune chance face à Emmanuel Macron comme le prévoient les sondages? On en parle avec Hervé Nathan. Bonjour Hervé. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Il faut dire ce qui est, quand on regarde les sondages, sondage Ipsos ce matin, 62-38 nous prédit Ipsos pour le second tour. Emmanuel Macron est archi favori. Pour autant, est-ce que c'est plié d'avance? On sait désormais que entre deux tours, eh bien, le Front National peut progresser. Oui. Même si Marine Le Pen n'était pas arrivée en tête, elle a loupé son pari. Elle disait j'arriverai en tête le soir du premier tour, ce n'est pas le cas. Il est archi favori, Emmanuel Macron. Oui. Mais c'est pas plié. Mais c'est pas plié. Oui, la preuve, vous êtes décontracté, vous avez enlevé la cravate, tout va bien. Je ne mets jamais de cravate, Hervé. Papa, on va regarder, on va reprendre les archives. Non mais le report des voix, le jeu des reports des voix, mathématiquement, elle passe pas. Le report des voix, justement, mathématiquement, le report des voix, Marine Le Pen devrait gagner. Parce que si on prend l'ensemble du corps électoral, si on prend les votes d'hier soir, de la journée d'hier, et qu'on additionne tous les votes qui étaient en faveur d'une rupture avec le cadre institutionnel, européen, social, monétaire dans lequel la France est inscrite et politique dans lequel la France est inscrite jusqu'à présent. Le Pen, Mélenchon. Donc on ajoute Le Pen, Mélenchon, Asselineau, Dupont-Aignan, Poutou, Artaud. On dépasse les 52%. Et ouais, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une France majoritaire pour la rupture. Et d'une certaine manière, même si lui pense qu'il est anti-système, le représentant du système, c'est Emmanuel Macron. Et le système est minoritaire du point de vue politique. Et il ne gagnera cette élection, parce que je pense qu'il va finir par gagner l'élection, que parce qu'il y a une division considérable du camp de la rupture, puisque effectivement il n'y aura jamais de report de voix, ou très peu de, enfin il y a très peu de risques de report de voix entre ceux qui ont voté Mélenchon pour Marine Le Pen. Encore que cette fois-ci, le Front républicain qu'on avait connu en 2002 est loin d'être acquis et à mon avis il n'existera pas. À mon avis, il n'y aura pas de consensus dans la société française pour faire barrage au Front National comme la population française s'était mobilisée en 2002 face à Jean-Marie Le Pen en faveur de Jacques Chirac, qui avait fait reculer. Il faut se souvenir qu'entre les deux tours, Jean-Marie Le Pen avait reculé en voix. Là, tout le monde prévoit une progression de Marine Le Pen. Et il n'est pas impossible que Marine Le Pen touche les 10 millions de voix des Français au deuxième tour. Ça se fera entre 9 et 10 millions de voix. C'est ce quand même qu'on prévoit quand on dit 38%. Et là, c'est le premier sondage. Les sondages sont faits pour s'effriter, on le sait, d'ailleurs on l'a vu. On l'a vu par Marine Le Pen qui était à 28%, voire 30% des opinions au mois de janvier et février. Mais il est tout à fait possible que devant d'une certaine manière, moi je pense que le sondage fait hier anticipe un front républicain du même type que celui qu'on avait connu en 2002. Et en fait, ce front républicain n'aura pas lieu. Il y a qu'à voir ce qui se passe avec Jean-Luc Mélenchon. Il est possible que Dupont-Aignan n'appelle à rien, etc. Et qu'en fait, on n'ait pas tout d'un coup un sursaut de la société française pour se garer du danger du fascisme ou de l'extrême droite comme on l'avait connu en 2002. Il n'y aura pas ce truc-là. Et donc peut-être qu'on peut avoir un deuxième tour un deuxième tour où Emmanuel Macron est en dessous de 60% et Marine Le Pen au-dessus de 40%. Dans ce cas-là, la victoire idéologique, la victoire idéologique est du côté de Marine Le Pen. Et ça veut dire que Emmanuel Macron sera bien entendu élu président, aura la légitimité des urnes et de la démocratie, puisque personne ne remet en cause les institutions. Mais d'une certaine manière, derrière, le scénario peut être très compliqué pour lui pour obtenir une vraie majorité solide à l'Assemblée nationale. J'ajoute quelque chose, c'est qu'il faut quand même faire attention à juste quelque chose, revenir. Nous sommes devant des premiers tours où ceux qui accèdent au deuxième, nous sommes dans les élections présidentielles où ceux qui arrivent au deuxième tour arrivent avec un noyau dur d'électeurs finalement assez réduit dans la société française. Je pense que ça a été dit par d'autres. Quand on a 23% d'une élection à 80%, eh ben, on est quelque part en dessous de 20% des voix. C'est ce qui fragilise d'emblée tout président de la République élu. C'est arrivé déjà à François Mitterrand, à François Hollande, ça fait plusieurs fois que je fais l'erreur sur ce plateau, donc François Hollande, qui est élu en 2012, qui pense qu'il obtient d'ailleurs une majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais très vite il s'aperçoit que sa popularité personnelle est extrêmement étroite, et dès les premiers mois, l'opinion publique
lui en veut du moindre de ses écarts, y compris le fait de prendre 10 jours de congé au mois d'août. Ça lui a été reproché immédiatement. Il dit non mais qu'est-ce qu'il fait, etc. S'il avait eu un premier tour à 40% ou des choses comme ça, ce qui était arrivé, il faut se souvenir que même Jospin battu, je crois que je l'avais déjà rappelé ici, Jospin battu en 1995, il est battu alors qu'au premier tour il fait 40%. Voilà. Et donc, voilà, il y avait une légitimité de départ des présidents de la Ve République jusqu'à François Hollande qui partait parce qu'il y avait un socle extrêmement fort du premier tour. Et là, Emmanuel Macron, c'est encore un peu léger. Si Marine Le Pen réussit à éviter l'écueil, est-ce que le second tour soit un référendum pour ou contre elle? On a compris ce qu'elle a envie de faire. Elle nous parle d'un référendum pour ou contre le système, pour ou contre les élites, pour ou contre la mondialisation. Quand on sait que les Français sont majoritairement ont peur de la mondialisation, est-ce qu'on se dit qu'elle peut les tutoyer la moitié des suffrages, d'autant qu'on voit bien que la France est fracturée en deux, entre d'un côté la France des grandes villes, où Macron a largement gagné, la France des campagnes, la ruralité, où c'est Marine Le Pen qui a gagné, et la France, on va dire, des villes moyennes qui ont été partagées. Or, la France de la périphérie des campagnes, elle est majoritaire, en nombre. Il y a plus de gens dans cette France dite périphérique, celle qu'a analysé Christophe Guilly, le géographe, et ben, en fait, ils sont plus nombreux. Les classes populaires sont plus nombreuses que les classes aisées. Je ne parle pas des classes supérieures et de l'élite, mais entre les ouvriers et les employés, c'est déjà une masse énorme. Et le problème des deux candidats du second tour, ça va être d'aller chercher ou pas des électeurs chez l'autre. Marine Le Pen, je pense qu'elle n'y parviendra pas pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire que le marqueur d'extrême droite demeure et donc il y aura une barrière infranchissable. C'est ça le plafond de verre, je n'aime pas tellement l'opinion. Il est dans les têtes, parce que il est dans les têtes. Oui, il est dans les têtes parce que d'abord il y a deux choses, c'est que il y a une crédibilité faible. Alors qu'il y a un sentiment européen, il y a une crédibilité faible de la sortie de l'euro. Les deux candidats pour la sortie de l'euro, Jean-Luc Mélenchon, et pour des raisons différentes, enfin par des méthodes différentes, Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen, ont vu pendant la campagne qu'il valait mieux en rabaisser là-dessus et dire oui, bon, alors Marine Le Pen dit si je suis élu, je ferai un référendum, rassurez-vous, vous aurez quand même la parole avant qu'on sorte. Et Mélenchon a dit oh, de toute façon, moi je vais faire un plan A, et éventuellement j'ai un plan B qui sert à menacer pour qu'on m'écoute. Pour que le plan A réussisse, j'ai besoin d'un plan B. Bon, mais c'était là, il a bien dit, martelé, et revenu dessus, il aurait pu faire un choix différent en disant non, j'ai un plan B, j'ai un plan B, si vous ne le faites pas, venez négocier avec moi le plan A. Non, il fait l'inverse, il dit venez négocier avec le plan A, et si vraiment ça ne marche pas, bon, on fera le plan B, mais en fait, on n'y croit pas beaucoup. Donc, il y avait ce butoir-là, et l'autre butoir, c'est le butoir sur le racisme, sur l'extrême droite, sur l'extrémisme, qui est encore un ressort puissant dans une grande partie de l'électorat, qui fait qu'il n'y a pas de transfert. En revanche, le problème pour Macron, c'est d'aller chercher, c'est d'aller pêcher les voix, parce qu'il a besoin, lui, de faire 60%. Il a besoin, quand on va comparer la victoire d'Emmanuel Macron dans 13 jours maintenant, on la comparera à celle de Jacques Chirac. Jacques Chirac, il avait fait 80%, il avait fait reculer le Front National, et il avait dit, grâce à moi, cette option-là est impossible en France. S'il ne fait pas ça, de toute façon, il ne fera pas ça, et s'il fait moins que 60%, les gens diront, rendez-vous dans 5 ans, et dans 5 ans, la France qui veut la rupture gagnera. Donc, et par ailleurs, oui, dans 5 ans, parce que on n'y est pas encore là. On n'y est pas encore, mais ça veut dire que par ailleurs, pendant 5 ans, et ça, ce sera la victoire de Marine Le Pen, il y aura une seule opposition. Un seul parti qui sera vraiment dans l'opposition, qui sera là pour dire je suis l'alternative à la politique que vous subissez, parce qu'il faut compter sur eux. Ils auront peut-être 30 ou 40 ou 50 députés, parce qu'il va y avoir des élections législatives, ils vont forcément gagner cette fois-ci des circonscriptions. Parce qu'il y aura des triangulaires, des quadrangulaires, et que dans l'atmosphère de panique qu'il y a à la fois au PS et chez les Républicains, forcément, cette fois-ci, ils vont avoir des députés. Donc, elle aura un groupe, et elle dira, moi, j'ai 40% des Français derrière moi, personne ne pourra dire ça, personne d'autre ne pourra prétendre. Et pendant 5 ans, Emmanuel Macron, président, et son gouvernement devront faire face à une opposition du Front National. Ça va être très difficile. Donc la victoire d'Emmanuel Macron, elle n'existe qu'au-delà de 60%. Bon. Mais encore une fois, si elle réussit à instaurer ce match des élites contre le peuple, elle étant, on a compris, la candidate au nom du peuple, et Emmanuel Macron, le banquier qui représente les élites, le peuple étant plus nombreux que les élites, et ben c'est le peuple qui gagne. Donc, non, le peuple est divisé. La chance, c'est ce que nous a expliqué Dominique Régnier, le politologue, le directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, et dit l'avantage des élites, c'est qu'elles sont concentrées, elles sont cohérentes. C'est-à-dire, lorsqu'il faut gagner, elles se regroupent. Et d'une certaine manière, ce qu'a fait jusqu'à présent Emmanuel Macron, c'est d'être le point central
du programme de l'élite. D'une certaine manière, ce n'est pas très étonnant, puisqu'en fait, son entrée en politique, c'est la commission Attali. C'est la commission qui avait voulu Nicolas Sarkozy, c'est la commission pour la croissance française, pour le renouveau de la croissance française, donc dirigée autour de Jacques Attali, et dont il était un des rapporteurs. Et là, qu'est-ce qu'a fait la commission Attali? Elle a cherché à faire un programme commun de toutes les élites. Pour la libération de la croissance, ça me revient. Pour la libération de la croissance. Et donc, on avait déjà des parties du programme qui présente cette fois-ci. Il n'a pas tout pris, mais 10 ans après. Donc, on retrouve, et d'une certaine manière, c'est ça la fonction d'Emmanuel Macron en politique aujourd'hui. C'est pour ça qu'il réussit malgré ses handicaps, malgré le fait qu'il soit très jeune, qu'il ait très peu d'expérience politique. En fait, plus que François Fillon qui avait un programme qui n'unifiait pas les élites, lui, il a un programme qui a tendance à réunifier les élites. Le problème, c'est que ça réunifie les élites contre le peuple. C'est un jeu dangereux, non pas pour dans 14 jours, c'est un jeu dangereux pour les 5 ans qui viennent. Bon. Emmanuel Macron, il voit venir le danger quand même de cette opposition entre le peuple et les élites, puisque lui-même se présente à rappeler que le second tour, c'était les patriotes contre les nationalistes, lui étant évidemment les représentants des patriotes, et Marine Le Pen dit « je suis les patriotes » et lui, ce sont les mondialistes. Oui, non, mais d'une certaine manière, les deux sont d'accord pour faire un match. Ils n'emploient pas tout à fait les mêmes termes, mais grosso modo, oui, ils sont d'accord pour faire un match sur l'Europe. La question de qu'est-ce qu'on fait en Europe va être une question centrale. Et c'est pas sûr que Emmanuel Macron, sur ce terrain-là, justement, puisse franchir la frontière et aller chercher des voix chez les autres. Je pense qu'il ne peut que conforter sur ce terrain-là. C'est pour ça que Marine Le Pen l'a choisi. Sur ce terrain-là, Marine Le Pen ne peut que conforter son bastion à 30, 35, voire plus de 40% des voix. Tandis que lui, il aura du mal à dépasser, à sortir de son précaré, à aller expliquer qu'évidemment, aller voir Merkel tout de suite après l'élection pour dire « Ok, on va faire les réformes que vous nous avez demandées depuis des années et des années », évidemment quand même un peu au détriment de la population des ouvriers, de la population des employés, etc. Ça va être une bonne chose. Ça va être très très compliqué de dire aux gens qui craignent le chômage en disant « Vous savez, on va vous proposer un emploi, puis dès que vous aurez refusé un emploi, on va vous supprimer vos allocations chômage. » Ça va être un peu compliqué. Au bout de 2 emplois. Oui, 2 emplois. Même et encore que c'est dans les textes. C'est déjà dans les textes, mais c'est une manière de faire. Il y a juste un problème, c'est que pour appliquer, bon, on fait une incise là, mais pour avoir 2 offres d'emploi, il faudra avoir beaucoup plus d'offres d'emploi. 2 offres d'emploi pour chacun des 5 millions de chômeurs, si je me souviens bien, c'est à peu près le chiffre. Ça veut dire qu'on est capable, comme ça, évidemment ça ne se passe pas comme ça, mais en théorie ça veut dire, vous avez 10 millions d'emplois à offrir aux salariés de ce pays, c'est pas le cas. Vous ne les avez pas. Et donc le problème, c'est que s'il fait ça, immédiatement après, quand il aura fait ça, en plus avec une réforme par ordonnance du Code du travail tout de suite après, immédiatement, il va être comptable. Dès le mois de septembre, Emmanuel Macron sera comptable de la réussite ou pas de sa politique. De la même façon, c'était arrivé à François Hollande. Il avait dit « je vais faire une politique ». Dès septembre, les Français, dans un sondage d'opinion, lui demandaient les comptes. Et ils lui demanderont des comptes en disant « ça y est, tu as fait les ordonnances, et bien maintenant, où sont les emplois ?» Et donc, ce sera immédiat. C'est au mois de septembre, le premier chiffre du chômage. Si ça ne baisse pas, les gens diront « mais vous voyez, on est dans l'impasse ». Bon, sauf qu'il y a un vent favorable de croissance en Europe. Oui, alors il a un peu de chance. Quand il y a du vent dans les voiles, ça peut aider. Mais si elle l'emmène sur le terrain, Marine Le Pen, de la mondialisation qui est vécue comme une menace pour une majorité de Français, sur l'Europe, sur le libre-échange, ça peut faire bouger les lignes, ça peut jouer en faveur de Marine Le Pen. Ça peut bloquer Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il est potentiellement majoritaire. Je pense que personne sérieusement, ou alors pour le coup, on a eu beaucoup de surprises, encore que jusqu'à présent, les sondeurs, on s'est aperçu quand même que les sondages avaient une certaine fiabilité, sauf sur l'abstention, qui est beaucoup moins forte que prévu, mais en termes de répartition des suffrages, les sondeurs ne se sont pas beaucoup trompés, ils avaient peut-être pas confiance en eux, du coup ils ont dit attention, on peut se tromper cette fois-ci, mais finalement c'est pas ce qui s'est passé. Mais non, elle peut le bloquer, c'est-à-dire elle peut le bloquer dans une position de tranchée en disant vas-y, défends l'Europe, défends le libéralisme, défends les solutions, et ça peut être compliqué pour lui. Donc, si je comprends bien, même si le peuple... elle a un pouvoir de nuisance plus qu'un pouvoir de victoire. Oui, mais encore une fois, les villes sont moins nombreuses que la ruralité, mais le peuple est plus nombreux que l'élite, et pour autant, c'est l'élite qui l'emporte. L'élite, je vous l'ai dit, l'élite est plus cohérente. C'est-à-dire que l'élite va aller voter en bloc, peut-être pas autant qu'en 2002, je répète, mais vote quand même en bloc pour le programme qui leur représente le plus. Il y a une espèce de sensibilité à la politique peut-être plus étroite. Les autres, c'est dans les classes populaires qu'il y a le plus d'abstention.
par ailleurs. Donc ils sont sociologiquement majoritaires, mais politiquement pas tout à fait. Et surtout très divisés. Moi, je ne crois pas que les 19 et quelques % d'Emmanuel Macron puissent se retrouver sur le nom de Marine Le Pen dans 14 jours. Pardon, de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Tous ces noms en on, il est temps que ça s'arrête. Bon, on finit juste sur une petite anecdote. On l'a dit, la fracture territoriale, elle est là, elle est évidente. Les classes moyennes qui voient l'Europe comme un danger de la mondialisation, voilà, il faut remettre en route l'ascenseur social, etc., etc. Et puis il y a cette sortie hier, il faut en parler. Alors c'est pas au Fouquet's, mais c'est dans un bar prestigieux, un restaurant prestigieux, pas prestigieux, mais chic. Alors on va dire chic, de Paris, du 6e arrondissement. Le Fouquet's, c'est pas non plus la tour d'argent. À la rotonde hier, il est avec tous ses proches. Est-ce que c'est un symbole qui est pas de bon augure, cette virée? Vous la qualifiez de maladroite. Est-ce qu'il commet sa première erreur en allant fêter? D'abord, il a des erreurs, il en a fait plusieurs. C'est pour ça qu'à un moment donné, beaucoup de gens disent c'est pas sûr qu'il est pas sûr. On voit les images. C'est une erreur parce que d'abord, c'est un peu une injure au processus démocratique. Il y a un deuxième tour, il faut le gagner. Et pendant toute la soirée d'hier, Emmanuel Macron a donné les signes qu'il pensait avoir déjà gagné. La manière dont il s'est présenté avec son épouse, la manière dont il a salué la foule, dont il a fait un certain nombre de gestes qu'on fait en général dans la conscience collective, on le fait le soir du deuxième tour. Il y a quelque chose, les télévisions par exemple ont suivi Emmanuel Macron en voiture entre son QG d'une part et puis là où il avait fait sa déclaration à la porte de Versailles, et comme en 1995, elles avaient suivi Jacques Chirac à la fin du deuxième tour lorsqu'il avait gagné et qu'il allait saluer ses supporters à son siège de campagne avec effectivement son épouse, et on voyait juste la main. Et d'une certaine manière, tous ces signes-là, de la même façon, ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron, c'est pas d'être allé boire un verre avec des proches politiques, c'est d'avoir un petit peu menti. D'abord, c'est d'avoir dit je suis allé avec mes secrétaires et mes officiers de sécurité, alors qu'il était quand même avec Eric Orsena, Jacques Attali et Daniel Cohn-Bendit, et je crois Roland Castro. Bon, c'est plutôt pas des people, c'est des vieux politiciens. Ça n'est pas non plus comme c'était au Fouquet's, où c'était l'ensemble du CAC 40, les grands patrons du CAC 40 qui venaient féliciter leur poulain, et dont on pensait que beaucoup avaient des choses à demander ensuite au futur président, à celui qui allait devenir le président de la République. C'était ça que le Fouquet's, c'était d'abord ça. C'était une quarantaine de très grands patrons avec quelques people qui fêtaient. Voilà, pour le coup, c'était l'élite. Là, c'était plutôt des gens. Qui font partie du cercle politique. Mais c'est une erreur politique, selon vous. Mais c'est une erreur parce qu'on ne fête pas la victoire avant. On tue pas la peau de l'ours. C'est une manière de dire que ceux qui vont voter au deuxième tour ne comptent pas beaucoup. C'est pas très bien. Bon, on termine quand même sur une note positive. La couverture de Marianne, je ne sais pas si on l'a vu. Le rempart. Voilà, le rempart. Le rempart, c'est quand même le rempart. C'est un rempart fragile. Moi, j'estime que le rempart est un peu fragile, parce que d'abord, c'est pas la personnalité de Jacques Chirac. On peut reprocher tout à Jacques Chirac, mais Jacques Chirac, il avait fait quelque chose avant le 2002. Il avait fait le discours du Veldiv, dans lequel il avait reconnu les fautes de la participation de l'État français dans le génocide des Juifs. Il ne s'était pas trompé. Son discours, c'était une merveille de précision historique. Et on ne peut pas attendre ça pour le moment. En tout cas, Emmanuel Macron, il n'a pas prouvé une telle qualité lorsqu'il a abordé les thèmes historiques, les thèmes de l'histoire de France, que ce soit en Algérie, notamment en Algérie. Et donc, il y avait une personnalité, une présence de Chirac, voilà, dans lequel on pouvait dire bon, ok, je fais partie de ceux qui ont voté pour Jacques Chirac à l'époque, dans lequel on pouvait dire bon, celui-là, d'accord, c'est pas notre candidat, mais d'une certaine manière, il nous représentera quoi qu'il en soit, puisqu'il est capable d'englober l'ensemble de l'histoire. Il y a beaucoup de prétentions à faire la même chose chez Emmanuel Macron, mais pour le coup, il a à le prouver. Bon voilà, merci à vous, merci pour cet éclairage et ces explications. Donc Hervé Nathan, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Hervé. Merci.